derniers jours que 2 établissements scolaires qui devaient être parmi nous aujourd'hui ne seront pas présents pour des questions d'organisation interne, professeurs malades et autres. Nous ne pouvons que le regretter parce qu'ils représentaient quand même 220 élèves. C'est quand même assez considérable. En tout cas, je remercie les professeurs et tous ceux qui ont pu aujourd'hui amener les élèves. Je remercie tout d'abord Monsieur le maire de Tours, Emmanuel Denis, de nous permettre, comme chaque année, de tenir notre conférence dans ces lieux. Et dans cette prestigieuse salle des fêtes qu'il met gracieusement à notre disposition. Je remercie également l'ensemble des différents représentants des autorités civiles, Madame la conseillère départementale, ancienne sénatrice, Madame Isabelle Avero, ainsi que les autorités militaires présentes, l'amiral Xavier Tourneux, adjoint au directeur du personnel de la marine et au lieutenant-colonel Olivier Duplessis, adjoint au DMD, représentant le général de division, Étienne Numéro, DMD. Je remercie également Madame Le Briec de sa fidélité et également le général président adjoint de l'ONAC de sa présence, ainsi qu'à l'ensemble des présidents d'associations. J'adresse également tous mes remerciements à la France mutualiste qui a soutenu en 2025 l'ensemble de nos actions actuelles. J'en profite pour saluer la présence de Mme Michèle Bernard, directrice du comité 37, ainsi qu'un certain nombre de représentants d'adhérents de la France mutualiste. Et je remercie aussi, bien sûr, la Fédération nationale André Maginot, en personne de Jean-Marie Costavino, qui soutient également l'ensemble de nos actions et dont notre association est rattachée à travers le groupement régional 67. Alors c'est avec un peu d'émotion que j'ouvre cette année, la 10e année de la conférence. Il faut savoir que les 8 années précédentes avaient été tenues sous l'égide de la Fondation de la France Libre, et que donc depuis 2 ans, nous les tenons sous l'égide de la ICSSR. Et il y a 10 ans, comme je le disais, nous avions démarré ces conférences avec première conférencier, M. Thierry Terrier, qui est fidèle à l'ensemble de nos activités. Alors cette conférence, bien sûr, elle est au profit des jeunes, car ils seront les mieux placés pour parler demain des valeurs de la France et des principes de la République. Alors depuis 10 ans, nous avons accueilli plus de 3000 élèves au cours de ces différentes conférences. Je salue parmi nous la présence de M. Alain Julie, ancien directeur du renseignement de la DGSE, et ancien responsable chargé de l'intelligence économique nommé par le président de la République. M. Alain Julie est également président de l'amicale des anciens des services spéciaux de la défense nationale et président d'honneur de notre association. Alors la conférence de ce jour qui va vous être proposée est dans le continuum de celle des années précédentes, c'est le renseignement au cœur du citoyen. Cette conférence est co-organisée par l'Association internationale des combattants et sympathisants des services de renseignement et le comité 37 de l'Association régionale Centre-Val de Loire de l'IHEDN. Dans le cadre, bien sûr, du trinôme académique comprenant l'éducation nationale, la défense nationale et l'IHEDN, avec le concours, bien sûr, toujours de la Fondation de la France Libre. Je tiens à remercier chaleureusement les chefs d'établissement et les enseignants qui, depuis le début, nous sont fidèles et qui accompagnent chacun de leurs élèves pour venir assister à cette conférence, ainsi que tous mes camarades de l'IHEDN qui ont pris part à la préparation de cette conférence. La conférence de ce jour va être filmée et mise à la disposition des enseignants et des élèves sur notre site ICSSR et sera également envoyée à l'ensemble des enseignants présents. Je remercie Pierre André, son vice-président chargé de la communication, qui met en œuvre toute la partie vidéo de nos conférences et de nos réunions. Aujourd'hui, notre conférence débat va se dérouler avec la participation des lycées suivants, les classes du lycée Chaptal dans l'Oise et également l'Institut d'esthétique de Tours. Donc pour la 10e année, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette conférence qui sera prononcée par M. Thierry Terrier. M. Thierry Terrier, vous avez la parole. Madame la sénatrice, amiral, messieurs les officiers généraux,
cher Alain Juillet, cher Yves, et surtout vous tous. Ça fait en effet un certain nombre de fois que je me retrouve dans cette merveilleuse salle des fêtes de l'hôtel de ville de Tours pour m'adresser à vous. Quand on m'a proposé ce thème du renseignement au cœur de la vie du citoyen, j'avoue que j'ai été très perplexe. Perplexe pourquoi? Parce que je ne voyais pas trop ce que ça pouvait dire de façon concrète. Le renseignement, tout le monde en a une idée, certains dans cette salle l'ont côtoyé de près, personne ne le connaît vraiment, et ceux qui le connaissent vraiment n'ont pas tout à fait le droit d'en parler. Alors qu'est-ce que ça pouvait dire pour des jeunes qui ne sont pas encore dans la vie active, mais qui ont déjà des idées, et qui sont, en tout état de cause, destinés à être des citoyennes et des citoyens. Et là m'est apparu le lien. Il y a en effet un lien entre les questions de renseignement et la citoyenneté. Pour commencer, je souhaite insister sur deux formules. L'une que je cite souvent et l'autre qui est connue. Celle que je cite souvent a été prononcée par le prince de Talleyrand, l'inamovible ministre des Affaires étrangères sous 11 régimes, auquel il a tous prêté serment de fidélité, serment qu'il a tous trahi. Ce mot, c'est le suivant. En politique, ce qui est cru devient plus important que ce qui est vrai. Et le renseignement, c'est précisément l'un de ces instruments, de ces armes, au sens propre, à la disposition du pouvoir, en tout lieu et en tout temps, qui permet de faire croire autant que de savoir, parfois au détriment de la vérité. Et par ailleurs, cet autre, que vous connaissez sûrement, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Jusqu'au développement massif des technologies modernes, le renseignement, c'était une affaire de spécialistes. Il y avait des services de renseignement, il y avait des agents du renseignement. Autour du renseignement, on pouvait agréger les militaires, les diplomates et certains hauts fonctionnaires, de temps à autre, des gens de l'industrie privée. Mais en tout cas, ça n'était pas, sauf dans des circonstances tout à fait particulières, comme entre 1940 et 1944 à l'existence, ni le but, ni l'activité des citoyens. Et peu à peu, ceux-ci se sont trouvés pris dans cette ambiance de renseignement. Aujourd'hui, on vous parle d'influence, de fake news, de manipulation. Tout ça a toujours existé. Mais les moyens et les technologies modernes de l'information font que ces actions se sont trouvées démultipliées et avec des conséquences beaucoup plus graves. Vous avez peut-être vu, il y a 3 jours, que le ministère de l'Intérieur avait été l'objet d'une attaque de hackers qui n'a pas été sans conséquences. On vous parle régulièrement d'hôpitaux qui voient leurs données, et en particulier les données des patients, piratées. Il y a 10 jours, une attaque informatique a révélé le nom de 80 000 personnes qui ont
consulter un site pornographique. Ça fait partie d'une ambiance qui met le renseignement beaucoup plus au cœur de notre vie quotidienne qu'il ne l'était il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, nous avons tous dans notre poche ici des téléphones portables. Nous savons tous que ces téléphones portables sont à nous, font partie de notre intimité. Et j'ai presque envie de dire que nous confions à nos téléphones portables, via les réseaux sociaux, beaucoup plus que nous confions à nos proches. Ça commence à l'adolescence et on va sur les téléphones portables, sur les réseaux, plusieurs fois par jour, personnellement et professionnellement. Autrefois, la seule activité de recherche de renseignement des gens était la compulsion, la visite dans les annuaires téléphoniques et les pages jaunes des annuaires téléphoniques. D'ailleurs, ça serait intéressant, est-ce que quelqu'un sait ce que c'était qu'un annuaire téléphonique? Vous savez, c'était des très très gros livres avec les numéros de téléphone et les adresses des gens. La Poste elle-même, qui l'éditait, ne l'édite plus, parce que maintenant les gens ne recherchent pas une adresse ou un numéro de téléphone comme ça. Donc, les conditions quotidiennes de notre monde ont écrasé ce monde ancien. Et en gros, la façon de fonctionner pour rechercher des renseignements pour un citoyen, allez, on va dire en 1970, est aussi éloignée de nous aujourd'hui que ne veut l'être l'Égypte de Toutankhamon ou la Gaule de Vercingétorix. Nous sommes entrés dans un monde de la collecte permanente et généralisée du renseignement par tout le monde. Vous, moi, plusieurs fois par jour, nous allons consulter des sites, l'intelligence artificielle, nous allons nous promener sur le net, et nous sommes persuadés que ce que nous collectons sur les gens que l'on aime ou que l'on déteste est innocent. Or, que vous le vouliez ou non, quand vous allez faire une recherche sur quelqu'un d'autre sur Internet, vous commettez une intrusion dans la vie privée de cet autre citoyen. C'est pas illégal, mais c'est du renseignement. Et vous en faites, nous en faisons tous. Évidemment, encore une fois, ça n'est pas illégal. Et c'est même encouragé par les plateformes des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que chaque clic que vous faites, chaque demande de renseignement que vous allez faire, enrichit les réseaux sociaux, leur rapporte de l'argent. Ils en vivent. Et nous-mêmes, nous sommes le produit qui leur permet de s'enrichir rapidement et de façon importante. Alors le renseignement, c'est quoi? C'est la recherche, cachée ou non, d'une information qui peut servir à quelqu'un ou à quelque chose pour améliorer ses connaissances afin de les utiliser dans un but pas forcément méchant, mais qui lui sera une aide précieuse dans la démarche qu'il a en tête. Alors, se pose une question. Ce monde, dominé par la recherche d'informations, privée ou non, et la recherche de renseignements, la vie privée
existe-t-elle encore? Car c'est bien de cela qu'il s'agit, du respect de la vie privée, qui, qu'on le veuille ou non, est l'un des piliers de la vie démocratique. Alors on va essayer de démêler un écheveau comme un écheveau de laine, très emmêlés dans nos vies quotidiennes, qui sont plongés dans la recherche permanente du renseignement. Et pas seulement du renseignement en tant que service. Je vais prendre un exemple volontiers provocateur. Quand dans un couple, au milieu de la nuit, l'un des deux membres du couple va visiter un site porno, il pense qu'il est seul à regarder ce site porno et qu'il est dans sa plus grande intimité. Sauf que si on fait un calcul rapide, au bas mot, il y a plusieurs dizaines de personnes qui savent ce qu'il est en train de faire. Et, ce qui est plus important, garde une trace de cette visite. Et nous sommes encouragés à faire cela. Pourquoi? Parce que chaque like que vous mettez sur un site rapporte de l'argent au propriétaire du site. Et des milliards de consultations journalières rapportent énormément d'argent aux sites de connexion et aux sites cibles. Pour bien comprendre cette atmosphère généralisée de renseignement dans laquelle nous vivons, il faut placer ça dans le contexte juridique. Je pense que, comme tout le monde, vous connaissez par cœur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et en particulier son article 2, qui garantit le droit à la sûreté du citoyen. La sûreté du citoyen, ça n'est pas la sécurité. La sûreté est dans le domaine politique la protection du citoyen contre le pouvoir ou sa violence, contre les dangers ou les menaces. Dans cette déclaration, la sûreté est la garantie dont dispose tout être humain contre l'arbitraire du pouvoir. À ce texte, qui fonde une liberté fondamentale, j'en ajoute un autre, qui fait aussi partie de notre bloc de constitutionnalité, qui est l'article 4 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, qui stipule: dans le cas où un danger public exceptionnel menace la vie d'une nation et est proclamé par un acte officiel, les États partis au présent pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux libertés proposées par le présent pacte. Ça signifie quoi, ça? Ça signifie que nos libertés sont garanties par les textes constitutionnels qui nous régissent, par les textes internationaux, sauf dans le cas où un gouvernement estime qu'un danger existe et qu'il est suffisamment grand pour suspendre ses libertés. Alors vous allez me dire, c'est le cas dans une situation particulièrement désespérée. Non, c'était le cas pendant la crise du Covid. L'une des libertés fondamentales établies par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par tous nos textes constitutionnels, c'est la liberté de circuler librement pour tous les citoyens de la République. Le danger qui pesait sur la société française par le biais d'une épidémie a amené le gouvernement à suspendre la liberté de circuler. C'est la mise en application de l'article 4 du Pacte des Nations Unies. En bref,
Si l'on applique ça au renseignement, cela signifie que le pouvoir politique ne peut pas se renseigner sur vous, sauf quand il y a un danger et qu'il prend une disposition législative qui le lui permet. Alors vous allez me dire, bon, et alors, je ne vois pas où ça nous mène. Eh bien, l'ambiguïté de cette situation a fait, et je vais y venir dans un instant, que nous sommes, depuis quelque temps, exactement depuis 2015 et 2016, précisément dans cette situation. Dans une démocratie, la barrière absolue, le garde-fou de la protection des libertés, c'est la loi, votée par les parlementaires, qui sont l'expression de la volonté populaire en tant que représentants des souverains, c'est-à-dire nous tous. En gros, qui c'est le patron? C'est nous. En tout cas, c'est comme ça dans une démocratie. Vous voyez qu'il y a quelque chose de très important dans l'effort d'encadrement par la loi du renseignement. En effet, si je vais fouiner sur Internet sur chacun d'entre vous, l'acte n'est pas nécessairement innocent. Tout dépend de ce que je veux en faire. Me renseigner, c'est OK. Me cultiver, c'est OK. L'utiliser, ça devient plus limite. En faire une fake news, ça devient criminel. Essayer de l'utiliser pour nuire à quelqu'un, la loi l'interdit. C'est vrai pour un individu, mais dans une démocratie, c'est aussi vrai pour l'État. Prenons l'exemple du harcèlement scolaire. À la base du harcèlement, il y a toujours du renseignement. On va rechercher des adresses, la liste des contacts de la victime, des faits que l'on va utiliser. Et le harceleur va utiliser tous ces renseignements pour nuire. Or, tous ces renseignements sont, pour la plupart, publics. Rien ne s'oppose à leur collecte. On fait donc du renseignement légalement, dans le but de nuire. Encore une fois, c'est à la loi de mettre le curseur et de dire ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Et les pouvoirs publics l'ont fait. En 2015, après les attentats terroristes islamistes de masse au Stade de France, de Paris, puis de Nice, la situation était critique. Et pour répondre à la menace qui pesait, et qui par parenthèse continue de peser sur la France, le gouvernement a adopté une loi sur le renseignement. Cette loi avait pour but de développer considérablement les moyens à la disposition de l'État pour assurer le renseignement dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. La loi du 24 juillet 2015 est venue donner le cadre légal aux actions de renseignement du pouvoir politique sur les citoyens, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, qui a un peu modifié la loi, et de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette loi a à la fois limité les conditions de ce pouvoir de l'État de venir restreindre la vie privée des citoyens et placer deux principes fondamentaux.
Le droit du renseignement pour l'État est un droit d'exception. Il doit donc répondre aux critères juridiques qui permettent d'appliquer des dispositions d'exception. Si c'est d'exception, ce n'est pas la loi générale commune. Pourquoi? Parce que ce sont des dispositions qui permettent au pouvoir politique de venir restreindre la liberté des citoyens. C'est aussi un encadrement des services de sécurité et de renseignement officiels. Et c'est aussi l'obligation, et ça c'est très nouveau, pour les services officiels de se mettre en permanence à niveau quant au développement des technologies nouvelles. Et je veux insister là-dessus. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des moments phares. Le premier, c'est quand l'homme a dominé le feu. Le deuxième, on pourrait dire, c'est quand l'homme est passé de son stade de chasseur-cueilleur à agriculteur, ce qu'on a appelé la révolution du néolithique. Après, ça a été le développement de la technologie, dont le premier pas immense a été l'invention de la roue. Puis après, ça a stagné pendant très longtemps, jusqu'au XIXe siècle, pendant plusieurs milliers d'années. Et ça a été l'essor de l'industrie, machine à vapeur, moteur à explosion. Et nous sommes dans une de ces transformations technologiques fondamentales qui non seulement vont changer les sociétés, mais vont aussi changer les hommes et les femmes. Prenons l'exemple de l'intelligence artificielle. Il est évident que personne aujourd'hui ne peut dire qu'il serait souhaitable d'arrêter l'intelligence artificielle. Tout le monde met en avant les bienfaits qu'elle générera probablement dans des domaines scientifiques comme la médecine, les technologies, la fabrication de machines-outils, tout ce que vous voudrez. Mais plus l'intelligence artificielle sera utilisée au quotidien, en particulier parmi des gens en âge scolaire. Et on voit déjà maintenant des classes qui, quand elles doivent traiter un sujet, traitent tout le sujet de la même façon, parce que les élèves ou les étudiants se contentent de ressortir les papiers de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ça a un avantage, c'est que dans ce cas-là, leurs papiers ont plutôt moins de fautes d'orthographe que quand c'est eux qui les écrivent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les gens qui ont utilisé l'intelligence artificielle dans l'espoir d'obtenir une bonne note ont cessé de penser et sont donc dans les mains d'un instrument qui est un instrument technique, mécanique, électronique. Alors songez un instant. Imaginez un cauchemar. Imaginez qu'une puissance hostile concentre ses efforts techniques sur la création de plusieurs logiciels, d'un ensemble d'intelligence artificielle destiné à fournir de la pensée tout organisée par cette intelligence artificielle. Tout le monde va prendre pour argent comptant ce que l'intelligence artificielle fournira, sans le vérifier par soi-même. Et dans ce cas-là, eh bien, vous serez devenus des esclaves. Je me suis livré à cela pour cette conférence. J'ai mis le thème de cette conférence sur plusieurs sites d'intelligence artificielle. J'ai eu des réponses très standardisées.
c'était la base. Puis j'ai posé des questions sur la vie privée. Là, il y a eu des différences entre les différents sites d'intelligence artificielle. Puis j'ai posé des questions plus idéologiques, avec des substrats différents. Le substrat libertarien, le substrat marxiste, le substrat démocratique actuel. Là, les différences ont été beaucoup plus importantes. Et j'ai finalement posé des questions très personnelles. Et je me suis aperçu que les sites d'intelligence artificielle me faisaient des réponses calibrées sur mon histoire personnelle, auxquelles évidemment ils avaient accès, puisque tout est public, mais qu'en fonction des idéologies qui sous-tendaient ces différents sites d'intelligence artificielle, cette adaptation à ma personne était différente d'un site à un autre. Je vous recommande de faire cet exercice. Allez sur un site quelconque, il y en a plein, et tapez votre nom, et votre prénom et votre date de naissance. Et voyez tout ce qui sort. Vous serez très étonné. Depuis 2015, donc, et le traumatisme des attentats terroristes islamistes, et singulièrement depuis 2022 et le retour de la guerre sur le territoire européen, moi j'ai vécu la chute du mur de Berlin, et j'ai entendu tous les discours sur les dividendes de la paix et la fin de la guerre qui ont entraîné la suspension, qui vient d'être suspendue, du service national obligatoire. J'ai entendu des tas de conférences, j'ai rencontré des tas de gens extrêmement importants qui m'ont expliqué que la guerre du futur n'aurait pas besoin de gros bataillons, que la guerre du futur, elle se ferait probablement pas avec des matériels traditionnels, qu'il n'y aurait plus besoin de canons, qu'il n'y aurait plus besoin à la limite de chars, et que, en gros, j'avais rien compris à rien. Puis patatras, en 2022, on s'est aperçu qu'une guerre extrêmement traditionnelle explosait en Europe, et que, à bien des égards, la guerre, les opérations militaires qui se déroulent en Ukraine, sur le sol ukrainien, après l'agression russe, j'allais dire soviétique, c'est à cause de mon âge, s'apparente beaucoup plus à la guerre de 14 qu'à la guerre du futur. Et pourtant, il y a une composante de guerre du futur. Et cette composante, elle n'est pas forcément sur le champ de bataille. Cette composante, elle est dans des efforts de déstabilisation, dans des hackings, dans la pénétration de systèmes informatiques, et ça c'est très sophistiqué. Puis de l'autre côté, eh bien il y a des batailles à la baïonnette dans des tranchées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous entrons dans un monde qui va être la synthèse des deux. Et, vous connaissez la phrase de Clausewitz, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Eh bien, ces autres moyens, ils vont être extrêmement larges. Et tous les clics que vous avez faits dans votre vie ne sont pas nécessairement oubliés, n'ont pas nécessairement disparu, et pourront ressortir en cas de besoin. C'est pourquoi, dès qu'il est arrivé à Matignon, au siège du Premier ministère, M. Lecornu a pris un décret, c'est le décret 2025-980 du 15 octobre dernier, qui est venu renforcer considérablement
l'arsenal à la disposition du gouvernement en matière de renseignement. Ce décret a entériné la conservation massive des données de connexion privée. Depuis cette date, les fournisseurs d'accès à Internet doivent conserver pendant 1 an un volume important de données liées aux connexions des abonnés, à savoir les références du site consulté, la date et l'horaire de la consultation, et pour en ce qui concerne les mobiles, la localisation approximative du lieu de connexion. Les plateformes de contenu, style Instagram, TikTok, Facebook et autres, doivent archiver les métadonnées des publications, c'est-à-dire l'identification de l'utilisateur, l'heure et la nature de l'action, permettant de retracer l'auteur du contenu. Ça veut dire quoi en clair? À 2h25 du matin, M. Tartampion va visiter un site X, Y ou Z. Le propriétaire du site doit, pendant 1 an, conserver son identité, par son identifiant personnel, l'heure et la nature de l'action, et qu'on le veuille ou non, quand vous conservez tout ça, rien ne vous empêche de conserver le contenu lui-même. Alors officiellement, vos emails personnels ou vos messages personnels ne sont pas consultés. Et quand vous avez tout ça, c'est comme, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait de la trigonométrie dans leur vie, mais quand vous avez les 3 éléments précédents, vous avez le reste. Les dispositions du décret permettent de savoir avec qui vous échangez, à quelle fréquence, vos déplacements quotidiens, ou encore quel service en ligne vous utilisez via l'adresse IP du service. Enfin, ce décret permet au Premier ministre d'agir seul, sans consulter le Parlement. Dès qu'il juge que la sécurité nationale est en jeu et qu'il se donne le droit d'utiliser ces données. Alors, formellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est d'application quand il y a l'état d'urgence, par exemple. Qu'il soit un état d'urgence de sécurité, terrorisme, militaire ou sanitaire. Alors, je vous laisse imaginer. Ce décret est en application depuis donc, le 15 octobre. Ce que ça signifie concrètement. Ça signifie que les fournisseurs d'accès et les propriétaires de sites conservent des milliards de données personnelles pendant 1 an. Chaque fois que vous faites un clic et que vous allez visiter un site, le site que vous allez visiter paye une redevance financière, de l'argent, aux fournisseurs d'accès. Il a donc tout intérêt à conserver votre consultation. Pourquoi? Parce qu'il va définir un profil de qui vous êtes et va donc vous proposer régulièrement des sites proches de celui que vous avez consulté pour essayer de vous faire acheter d'autres choses. Alors ça, c'est vrai des sites marchands. Mais ça n'empêche absolument pas une puissance étrangère, un service de renseignement, français ou étranger, de conserver vos données de la même façon, d'autant plus que légalement, maintenant, les services français en ont le droit, pour établir un profil individualisé. Alors, ils ne vont pas le faire pour tout le monde, parce que matériellement, c'est extrêmement difficile. Mais dès
votre profil de consultation Internet personnel sera beaucoup plus utilisable que la moindre des filatures ou le moindre des renseignements humains. Et on aura de vous une idée beaucoup plus claire. Le problème, c'est pas que la technologie est dangereuse, c'est ce qu'on en fait. Mais ça, c'est pour les puissances publiques. Les citoyens ne sont pas en reste. Tout ce qui est messagerie cryptée, voire le darknet, représente des millions et des millions de connexions tous les jours. Et on pourrait dire que quand vous allez vérifier le profil sur une application comme LinkedIn ou même Facebook, la mienne, n'importe laquelle, vous allez vous faire une idée très précise de la personne. Vous allez entrer dans une sorte d'intimité. Donc je crois qu'on peut dire, sans forcer vraiment le trait, que nous sommes entrés dans une ère où la vie privée est réduite à beaucoup de choses. Elle est réduite à quoi? Même pas à ce que vous mangez, parce que vous allez mettre des clics sur les plats que vous avez aimés. Évidemment pas sur vos préférences sexuelles, humaines ou intellectuelles, puisque par vos publications, tout le monde saura ce que vous pensez. Pas évidemment sur vos préférences politiques, puisque si vous faites des commentaires, votre profil se précise. Pas même sur vos préférences géographiques, parce que la manie maintenant de mettre des photos de vacances fait que les services des impôts savent exactement où vous allez et peuvent déclencher un contrôle fiscal rien qu'en regardant vos publications de vacances. Donc, s'il vous plaît, ça veut dire quoi? Est-ce que pour autant on en est arrivé à une situation d'Orwell et de surveillance généralisée? Oui, mais il faut apprendre à vivre avec. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut jeter votre téléphone portable, de toute façon vous ne pourriez pas, vous ne pouvez plus vous en séparer, et puis qu'il faut vivre dans une caverne. Mais là, par exemple, nous avons tous un téléphone, privé, j'entends. Nous l'avons éteint, parfait. Il peut être activé à distance. Nous pouvons être écoutés. Nous pouvons contribuer au profilage que pourra faire un service. Nous sommes donc entrés dans une ère où individuellement, il deviendra de plus en plus difficile de se protéger à l'égard des intrusions extérieures. Et ça, c'est un point important. Une fois arrivé à ce point de notre réflexion, il faut quand même que je me pose une question. Est-ce que je suis paranoïaque? Est-ce que j'ai un délire de la persécution? Ou est-ce que nous sommes une cible sans le savoir? Oui à 80% et non à 20%. Oui, pourquoi? Parce que n'importe lequel d'entre nous peut être un pion utilisable dans une entreprise de déstabilisation. Parce que nous pouvons nous faire le vecteur d'une fake news par nos publications. Non, si nous faisons l'effort d'exercer sur nous-mêmes un contrôle de réflexion et retenir notre main avant de cliquer ou avant de commenter. Alors je sais que c'est difficile. Je sais que quand on voit une publication, soit qui nous exaspère, soit qui nous paraît insultante ou
inacceptable, la tentation c'est de commenter, c'est de publier. Mais sachez bien que chaque fois que vous publiez, quelqu'un peut être sur la ligne et se dire « Tiens, il pourrait être utilisé pour ceci ou pour cela ». C'est très très important que vous ayez ça en tête. Je vais vous raconter une anecdote que vous avez peut-être oubliée. Il y a quelques années, Madame Merkel était chancelier au chef du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Et un scandale a explosé quand elle s'est aperçue que ses communications téléphoniques personnelles sur son téléphone personnel, crypté, étaient écoutées par la CIA. Puis on s'est aperçu après que tous les chefs de gouvernement européens ou d'État, comme M. Hollande par exemple, étaient écoutés dans leurs messages personnels, et que ça faisait plusieurs années. Alors évidemment, tous ces chefs d'État et tous ces chefs de gouvernement se sont mis en colère. Ils ont engueulé leurs services de renseignement et de protection de leur personne. Et on leur a expliqué que c'était très très difficile d'en l'empêcher. Alors je ne sais pas ce que les services américains qui écoutaient les chefs de gouvernement et d'État européens ont pu faire des conversations privées de M. Hollande ou de Mme Merkel ou de Boris Johnson. Mais ce que je sais, c'est que si on peut les écouter, eux, qui représentent évidemment un intérêt politique évident, on peut nous écouter, nous aussi, vous, chacun d'entre vous. Et la plupart du temps, à votre insu totale. Alors, on est un peu protégé par la masse de renseignements que ça représente. Mais le développement de la technologie a fait auparavant, ce qui était difficile dans le renseignement, c'était l'exploitation du renseignement, parce que ça demandait de la main-d'œuvre et ça demandait de l'intelligence pour décrypter et aller voir dans toutes ces masses d'informations ce qui pouvait être intéressant. Aujourd'hui, ce travail d'analyse est largement facilité par l'intelligence artificielle. Et plus ça ira, plus ce sera comme ça. Je vois actuellement, quand on s'intéresse un peu à ces questions, la masse de renseignements dits ouverts que l'on peut trouver partout. J'ai vu des informations sur le développement, parce que ça m'intéresse, de la marine chinoise, avec des photos satellites en particulier, de bâtiments qu'on ne connaissait pas, tout à fait étonnant, qui aurait demandé un travail énorme il y a 40 ans. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, on peut piloter un drone par satellite à une distance importante avec des objets de contrôle qui ne sont pas tellement plus sophistiqués qu'un smartphone. Ça signifie que l'adversaire peut être à des milliers de kilomètres et venir vous espionner, je ne dirais pas en quasi-impunité, mais presque. On n'a plus besoin, quand je suis entré au Quai d'Orsay, on m'avait emmené à la DGSE visiter ce qu'on appelait le bureau de l'ambassadeur, qui était une pièce qui avait été reconstituée d'une ambassade, qui était notre ambassade en Pologne, où le pauvre ambassadeur qui était entré dans un bâtiment qui avait été reconstruit, la mission de la DGSE qui avait été dépolluer son bureau, avait trouvé une centaine de micros dans son bureau. Ça avait beaucoup affolé l'ambassadeur. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une telle débauche technologique. Pas besoin. On a des moyens sophistiqués de regroupement qui font qu'on peut espionner quelqu'un beaucoup plus facilement. Nous tous. Nous tous. Moi, j'ai connu l'époque où, quand on voulait avoir une conversation chiffrée, il fallait se mettre dans une chambre sourde.
chambre, une espèce de cage de Faraday à l'intérieur d'un bâtiment où normalement on ne pouvait pas être écouté. Il y a eu un scandale, on s'est aperçu dans un pays de l'Est qu'il y avait une ambassade où il y avait une de ces chambres, des choses sortaient pendant une négociation. Et on ne savait pas comment ça se faisait que ça sorte, puisque c'était une chambre sourde. Et c'est l'épouse de l'ambassadeur qui a eu une intuition. Elle s'est aperçue que chaque fois, au vu des rapports qui étaient donnés, l'ambassadeur portait une certaine paire de chaussures. Et qu'il avait donné ses chaussures à ressemeler, et qu'évidemment les services secrets du pays où il se trouvait avaient mis un micro dans le talon de ses chaussures. Alors c'est sympathique, c'est romantique, c'est une belle histoire, mais aujourd'hui c'est vraiment plus la peine. On peut faire ça beaucoup plus simplement, beaucoup plus facilement. Et comme vous ne saurez jamais si vous pouvez être une cible utilisable ou non, ça vous incline à vous méfier. Et la meilleure façon de se méfier, c'est d'exercer sa capacité de raisonnement et d'intelligence. La loi sera toujours là pour encadrer les choses. Mais à l'intérieur des limites de la loi, si vous n'exercez pas vous-même votre capacité de raisonnement, quelles que soient les protections qui auront été mises autour de vous, elles ne serviront à quasiment rien. Nous sommes des cibles, d'abord pour les fournisseurs d'accès, qui plus vous cliquez, plus ils gagnent de l'argent. Vous êtes aussi une cible pour les gens que vous allez voir. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je vais chez le même dentiste depuis des dizaines d'années et qui commence à vieillir et qui m'a dit: est-ce que vous seriez gentil de me mettre un commentaire positif? Je ne voyais pas très bien ce qu'il voulait me dire. Et je me suis aperçu que les dentistes, comme les garagistes, comme tout le monde, ont des avis de consommateurs. Et comme il a une personnalité un peu bourrue, il avait eu des avis négatifs. Et sa clientèle n'en avait pas dit. Ça, c'est l'atmosphère du renseignement. C'est simple, c'est la vie courante, on n'y prend pas garde. Mais c'est une entreprise de déstabilisation. Un commerçant veut déstabiliser un concurrent. Il va mettre une flopée d'avis négatifs sur son site. Ils sont peut-être justifiés, ils ne le sont peut-être pas. Mais c'est une action de renseignement et de déstabilisation. C'est pour vous dire que tout ça est entré dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, le renseignement n'est plus seulement une affaire de spécialistes. C'est notre affaire à tous, en tout lieu, en tout instant. Et c'est évidemment imparable. On peut faire des efforts, mais la réponse à 100% à une telle attitude n'existe pas. Donc, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Parce que c'est vous qui générez de l'argent pour les sites. Vous alimentez les réseaux en donnant des informations. Ces informations sont engrangées et utilisées. Cela remplit des caisses de fournisseurs d'accès. Mais pratiquement tous les gens intéressés par le sujet ont accès et l'utiliser, y compris contre vous. La question qui fâche maintenant est la malveillance dans tout ça. Eh bien, elle existe, bien entendu. Le renseignement, ça n'est jamais une fin en soi. C'est un instrument pour quelque chose d'autre.
peut être un instrument positif pour dire que tel type est formidable, puis ça peut être un instrument négatif pour aller le déstabiliser. Mettez-vous bien dans la tête que tout ce qui est à base technique peut être pénétré. Que la protection absolue technologique, ça n'existe pas. On peut l'améliorer, on peut la développer, mais elle n'est jamais complètement étanche. Et on tombe là dans ce qu'on appelle la cyberguerre, qui est en train de se développer d'une façon considérable. Si l'on fait le petit retour en arrière, ce que pouvait être une cyberattaque il y a 10 ans, est-ce qu'elle peut être aujourd'hui, n'a quasiment rien de commun en capacité de nuisance. Cyberguerre, ça peut être une désinformation, des fake news. Ça peut être une paralysie de systèmes informatiques. Prenez quelque chose de tout simple. Si je prends n'importe lequel d'entre vous dont j'ai l'identité, je vais pouvoir savoir où vous habitez, je vais pouvoir voir votre maison. C'est vraiment pas compliqué, ça. Si j'ai une intention négative, ça va me faciliter la tâche de façon considérable. Donc il faut vivre en ayant en tête que nous sommes en permanence regardés, écoutés, surveillés. Il faut vivre avec. Ça ne veut pas dire qu'on va se suicider demain matin à cause de ça. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut, encore une fois, appliquer sa capacité de raisonnement. Et se dire, là je vais cliquer là-dessus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça demande 20 secondes et c'est très utile. Et ce dont vous ne vous apercevez pas, c'est que c'est utile à la communauté générale. Prenons le cas des hackers. Les hackers font souvent ça à l'origine pour s'amuser, pour se prouver à eux-mêmes que technologiquement, ils sont très forts. Puis, ils peuvent faire des choses qui ont des conséquences graves. Que font les gouvernements? Ils trouvent les hackers, ils les condamnent, et après ils les recrutent et ils les payent très cher pour qu'ils se mettent à leur service pour aller hacker d'autres personnes. Et bien voilà, ça c'est le symbole de tout ce qu'est le renseignement. C'est une arme qui peut être nuisible, mais qui peut être retournée et utilisée. Alors, j'aimerais en conclusion, vous faire prendre conscience de 3 choses. Le respect de la vie privée individuelle dans le monde d'aujourd'hui a été beaucoup diminué. Dès que vous utilisez Internet, vous n'êtes plus seul. Des tas de gens vous voient faire ce que vous faites. Vous vous renseignez en permanence et tous les jours, et sachez que votre démarche en dit plus sur vous que ce sur quoi vous travaillez. Voilà, j'espère vous avoir pas trop déprimé, mais à vous la parole. Allez-y. Un témoignage, en fait. Bonjour, je vous remercie beaucoup pour cette conférence que vous donnez à un public de jeunes. Pourquoi? Tout simplement parce que nous, dans le monde politique, suivant bien sûr nos délégations, on s'applique à aller au-devant des publics de jeunes pour les sensibiliser sur le fait qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont un grand danger, qui sont à ciel ouvert à partir du moment où ils ouvrent leur portable. Ce n'est pas des messages qui sont faciles à intégrer, mais je crois qu'il faut qu'on axe nos communications
en direction des jeunes pour qu'ils comprennent les dangers aujourd'hui d'Internet, des clics que vous avez si bien évoqués, parce qu'on s'aperçoit que l'évolution de nouvelles technologies n'ont pas été aussi rapides que l'évolution de tout l'esprit de protection qui doit aller en parallèle. C'est-à-dire que quand j'étais au Parlement, je me suis souvent battue avec, à l'époque, on en parlait beaucoup avec M. Blanquet, le ministre, pour essayer de développer une cyberculture auprès des jeunes et dans les classes et essayer de l'instaurer comme un cours d'une heure, raison d'une heure par semaine, pour qu'ils prennent conscience de tous ces dangers. On voit aujourd'hui que ça peut conduire, vous l'avez très bien évoqué, au cyberharcèlement. Il y a des situations qui sont dramatiques, y compris dans le monde politique d'ailleurs, parce que quand on parle de l'IA, on peut aussi parler des deepfakes, qui aujourd'hui sont un véritable danger pour tous, puisqu'on vous fait dire ce que vous voulez, sans que vous ne l'ayez dit, et c'est diffusé sur les réseaux sociaux. Et donc tous ces dangers sont une véritable menace, et je vous remercie d'avoir tenu ce discours auprès de ce jeune public. Je vous remercie, Madame la Sénatrice. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, notre intelligence collective et individuelle n'ira jamais aussi vite que le développement de la technique cyber aujourd'hui. Les développements de la technique avec l'invention de l'intelligence artificielle iront toujours plus vite que notre capacité d'adaptation à ces développements. Parce que, un, on a tout à fait besoin de ces techniques dans 1000 et 1000 domaines, et que, deux, nous allons devenir, que nous le voulions ou non, les esclaves de cette technique. Comme nos ancêtres, quand ils ont inventé, ils sont parvenus à dominer le feu, se sont trouvés les esclaves de cette domination du feu et sont passés du cru au cuit. Je dirais qu'il y a des gens aujourd'hui qui voudraient revenir au cru. Mais c'est une constance de l'espèce humaine. Donc nous ne pourrons pas aller aussi vite que le développement de la technique. C'est une évidence. En revanche, et ça j'insiste énormément là-dessus, il faut exercer sa capacité d'auto-restriction. Ne pas tirer plus vite que son ombre. Ne pas, quand on a quelqu'un qu'on n'aime pas dans sa classe, aller sur son site ou son profil et engager une discussion aigre-douce avec cette personne. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas convenable, mais ça, tout le monde s'en fout, mais aussi parce que, en faisant ça, vous en dites plus sur vous-même que ce que vous dites. Et si quelqu'un a besoin de vous utiliser comme un pion, c'est ce que vous aurez dit vous-même qui sera utilisé, voire déformé ou transformé en fake news. J'avais une question surtout parce que au début vous avez parlé de ce qui est cru et plus important que ce qui est vrai. Et vous avez dit qu'il y avait deux fondements, il me semble, mais je n'ai pas entendu le second. Le deuxième, c'est si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est moi qui vais vous poser une question. À votre avis, combien de fois par jour vous cliquez sur Internet? Alors, on estime dans les pays développés, alors il y a des pays où c'est pire que d'autres, que la moyenne de clics par individu d'un pays développé comme la France, c'est un minimum entre 500 et 1000 clics par jour. On n'en a absolument pas la moindre idée. On s'en rend pas compte. Et chaque fois que, par exemple, vous ouvrez un email, une copine ou un copain vous envoie un email, les gens qui ont la possibilité de savoir ce qu'il y a sur cet email sont un minimum
un minimum de 80 personnes. Et si vous êtes une cible, ça monte beaucoup, beaucoup plus haut. Donc, le secret est devenu quelque chose de très relatif. Ça a toujours été, le secret, ça n'a jamais été une question de contenu, ça a toujours été une question de temps. Quelque chose est secret pendant un certain laps de temps, et après il n'est plus. Mais aujourd'hui, on peut dire que le temps d'un secret s'est considérablement réduit avec les techniques de cyber, considérablement. Vous parliez des fake news, de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Évidemment. Mais quand vous pensez, quand M. Chirac était président de la République, j'étais au cabinet de la ministre, et M. Chirac avait pris une énorme colère au Conseil des ministres parce qu'il avait interdit les téléphones portables et les photographies pendant le Conseil des ministres. C'est la nature humaine. Alors avant, on se passait des petits papiers au Conseil des ministres. Des petits papiers, on pouvait les détruire. Maintenant, rien n'empêche un ministre d'enregistrer le président de la République. C'est pour ça que le président de la République actuelle fait pas fouiller méchamment, mais faire garder de très près les ministres quand ils entrent au Conseil des ministres, pour être sûr qu'ils n'y pénètrent pas avec des téléphones portables. C'est comme ça. C'est la vie moderne. D'ailleurs, là, on a tous un téléphone sur nous. Et ce téléphone, il peut se transformer très facilement en instrument d'écoute. Revenons à l'exemple de M. Hollande et de Mme Merkel. Alors là, ils étaient écoutés par les Américains. Mais est-ce que c'est moins dangereux que les Russes? Je pose la question. Question qui sort un peu du cadre, mais par rapport à l'intrusion sur les réseaux sociaux dans le monde économique. On sait aujourd'hui qu'il y a des techniques très précises, intrusives, sur l'espionnage industriel à la Chine. Quand on veut approcher un ingénieur classifié sensible, il se sert de plus en plus justement des réseaux sociaux avec de faux profils, bien sûr, de fausses méthodes de recrutement, des services de renseignement. Quels sont les modes d'action possibles? D'accord. Aucun. C'est très simple, aucun. Pourquoi? Parce que la cible, c'est pas l'individu, c'est ce qu'il sait. Or, on s'aperçoit que quand on suit un individu et qu'on regarde ses publications personnelles, sans avoir besoin d'un faux profil, qu'il fait au jour le jour, on sait tout de lui parce que c'est lui qui le dit. Alors, il ne va pas dire « je travaille sur tel projet secret, etc. » Bien sûr que non. Mais on peut retracer ses déplacements. On sait où il travaille. Tout ça en restant tranquillement dans un bureau à 10 000 km. On sait tout de lui. Et on attend, on met les choses, on accompagne un peu les choses et il tombe comme un fruit vert. Oui. À l'heure de l'utilisation des applications de rencontre, comment utiliser ces applications-là tout en se protégeant? En braquant en face à face. Ne jamais se connecter sur la réseau public. D'abord parce que ça nous met peut-être un peu à l'abri des mauvaises surprises. Parce que ce qu'on dit de soi et ce qu'on est en réalité, c'est pas toujours la même chose. Et puis, ça fait des siècles et des siècles et des siècles que la vie intime, pour ne pas dire sexuelle, des individus est un moyen important du renseignement. Alors avant, il y avait des questions de morale qui faisaient qu'on pouvait faire du chantage. Aujourd'hui, le chantage dans une société comme la société française, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Mais en revanche, on sait ce que les personnes aiment. Bon, si
Si on sait ce que les personnes aiment, on va leur proposer ce dont ils ont envie. Et ils seront hameçonnés. Vous savez, quand j'étais à la direction du personnel au Quai d'Orsay, j'ai eu à traiter de l'affaire d'un petit diplomate, d'un agent de grade extrêmement modeste, dont je ne peux pas citer le nom parce qu'il a payé sa dette, il est sorti de prison. Et quand il était en poste en Chine, il était tombé amoureux fou d'une actrice chinoise et il l'avait ramenée en France. Ils avaient vécu ensemble une dizaine d'années et puis comme il avait été donné à la direction du chiffre du ministère des Affaires étrangères, il avait fini par lui passer des dizaines et des dizaines de télégrammes. Et ce pauvre garçon, je l'ai eu dans mon bureau avec la DST. C'est d'une gentillesse désarmante, d'une grande naïveté. Il ne s'était pas aperçu que son actrice était un acteur, en vivant avec elle pendant 10 ans, ce qui est quand même une performance. Et il ne s'est jamais senti coupable. Jamais. Il a été 10 ans en prison. C'est un très gentil garçon. Très très gentil garçon. Il a peut-être donné un ou deux secrets, mais pas beaucoup plus. Et si vous voulez, si vous êtes une cible, ce qui intéresse un service dont vous serez la cible, c'est votre banalité. Plus vous serez banal, plus ce sera utilisable. Et si vous êtes banal et que vous vous occupez de choses importantes, alors là, c'est le pactole. Voilà. Donc, si vous voulez, oui, les sites de rencontre sont un terrain de jeu privilégié du renseignement. Pour profiler, pour savoir qui vous êtes. Et puis, soyons sérieux, les pseudos sur les sites, sur le net, ça signifie rien du tout. De toute façon, vous avez une adresse IP, donc si vous avez une adresse IP, on sait qui vous êtes. Bonjour monsieur, je vous remercie pour la qualité de cette présentation. Est-ce que vous pouvez nous parler des influenceurs et de leur rôle? Parce que je pense que là aussi, on a de drôles de choses qui se passent dans ce domaine-là. Ouais, alors, les influenceurs, c'est d'abord les tiroirs-caisses. Il faut bien savoir qu'un influenceur, il gagne beaucoup d'argent s'il a du succès, mais il en rapporte encore beaucoup plus qu'il n'en gagne. Donc c'est d'abord une démarche financière, économique, pour l'influenceur lui-même ou elle-même, et que sa communauté, je vais être un tout petit peu méchant, sa communauté, c'est un troupeau. Et c'est un troupeau dont il crée l'enthousiasme et le sentiment d'appartenance au troupeau. Et l'influenceur va y mettre son troupeau où il en a envie, ou vers ceux qui paient. L'influenceur peut-il être un instrument? Évidemment. Évidemment. Et il peut surtout être le vecteur de fake news à dimension énorme. La meilleure façon d'infecter une société, c'est de dominer et manipuler quelques influenceurs de cette société. C'est un très grand risque, très très grand risque. Même si l'influenceur ne parle que de cosmétique. Donc oui, les réseaux sociaux et les influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est un très grand risque de renseignement. C'est d'autant plus un grand risque d'ailleurs parce que les gens qui suivent cet influenceur n'ont pas conscience de faire quelque chose qui pourrait avoir de l'importance. C'est pas parce que vous allez liker une crème de beauté que vous avez l'impression d'être un danger de défense nationale.
nationale. C'est normal. En revanche, vous pouvez le devenir. Tout à l'heure, vous avez parlé de la nation qui peut se renseigner sur nous s'il y a un problème ou sur une information nécessaire. Est-ce que vous pensez que les nouveaux radars font un peu écho à cette information qui est prise sans... Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, tout le développement technologique, et je vous ai dit à l'instant que vous ne pourrez jamais rattraper le développement technologique, participe à cette vaste entreprise de renseignement. Les nouveaux radars, ils vont répondre à 20 questions à chaque fois qu'une voiture va passer devant. On pourra par exemple identifier très facilement si la personne qui conduit la voiture dont on a le numéro de plaque d'identification est celle à qui appartient la voiture. Puisqu'on va prendre des photos. Rien que ça, c'est une indication très intéressante. Et mille autres, puisque ces nouveaux radars dits intelligents vont répondre à beaucoup de choses. Quand vous faites arrêter un contrôle policier de la route actuellement, on n'a même pas à vérifier si votre assurance de voiture est en règle ou pas. Avec votre numéro de plaque d'immatriculation, on sait si vous êtes assuré ou pas. Donc si vous voulez, bien sûr que ces nouveaux radars vont vous présenter un avantage considérable de renseignement, bien sûr. J'espère simplement que votre silence signifie que vous y réfléchissez. Par rapport à toutes nos informations qui circulent sur Internet, a-t-il des mesures à prendre pour nous protéger? Oui, votre intelligence. La meilleure protection individuelle face à Internet que vous pouvez avoir, c'est votre capacité de raisonnement et d'intelligence. Et essayez, quand vous êtes sur Internet, de ne pas suivre, mais essayez de ne pas abdiquer votre volonté. Ça m'arrive à moi aussi de commencer à surfer et puis aller de proche en proche de telle chose à telle chose à telle chose à telle chose, et puis je me retrouve très loin du point de départ. Et si je m'arrête une seconde et que j'essaye de refaire le cheminement, je m'aperçois que je ne peux pas, et que je ne me rappelle pas par où je suis passé. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est dangereux. Essayez d'être toujours en charge. Essayez de piloter la voiture du voyage Internet. Et pas vous laisser piloter. Et c'est pas facile, hein? C'est pas facile. La quoi? De l'évolution du monde avec les réseaux sociaux. Ah, si je le savais, je pense que je deviendrais l'empereur du monde. Mais, j'en ai pas l'ambition, et deux, j'en ai sûrement pas les possibilités. Mais, ce dont je suis sûr, c'est que c'est une révolution majeure dans l'évolution de l'humanité. Et que l'humanité que nous connaissons aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'elle sera dans 40 ans. Ce que je redoute, ce qui me fait peur, c'est que les gens abdiquent de plus en plus leur volonté, leur capacité de mettre en question les instruments qui sont à leur disposition. Le jour où les humains seront devenus, ce que je ne souhaite pas mais que je redoute, les instruments, des instruments qui sont à leur disposition, excusez l'expression, mais on sera mal barré. Madame la sénatrice tout à l'heure proposait un accompagnement, une formation pour nos jeunes pour pouvoir utiliser cet outil, aller sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un État qui se veut démocratique, et je ne le contredirai pas, interdit l'utilisation, vient de voter une loi pour interdire l'utilisation du téléphone portable à moins d'un certain âge. La démocratie, c'est la liberté. D'un autre côté, on voit la formation. Que faut-il faire aujourd'hui? Est-ce
Donc, est-ce qu'on doit former et est-ce qu'on doit proposer la formation à une interdiction dans un premier temps? Ou est-ce qu'on doit aller en complémentaire? Alors, il se trouve que j'ai vécu pendant une guerre, en plus, qui était la première guerre du Golfe, dans un pays où tout le monde était en risque de devenir alcoolique parce que ce pays coupait la tête aux trafiquants d'alcool. C'était l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas un pays au monde où on était plus en risque de devenir alcoolique comme l'Arabie Saoudite. Interdire, à mon avis, non. Parce que d'abord, il y aura toujours des gens qui passeront outre l'interdiction, qu'évidemment en classe, les petits minots n'utiliseront pas leur téléphone portable, mais que dès qu'ils seront dehors, ils le feront, et que dès qu'ils seront à la maison, ce sera encore pire. Donc interdire, vous savez, c'est une vieille maxime. Il ne faut jamais menacer si l'on n'est pas capable de punir, et il ne faut jamais interdire si l'on n'est pas capable de détruire. Donc aujourd'hui, il est évident qu'il n'est absolument plus possible d'endiguer l'usage des téléphones portables et des techniques de l'information. C'est possible. En revanche, et ça c'est là où les enseignants ont un rôle capital, avec les parents bien sûr, encore faut-il qu'il y ait encore des parents, c'est de dire aux jeunes, vous faites ce que vous voulez, mais conservez votre esprit critique et votre capacité de raisonnement. On ne parle pas comme ça des gamins de 7 ou 8 ans, évidemment. Mais on peut leur faire comprendre qu'un téléphone portable, c'est comme un crayon ou comme une calculette. Prenez les calculettes. Aujourd'hui, plus personne n'est capable de calculer de tête. Très peu de gens sont capables de faire des opérations mathématiques relativement simples de tête. Pourquoi? Parce que la machine est venue écraser tout ça. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est mal. Mais ce que je sais, c'est que c'est un fait. Ce qu'il faut, c'est pas interdire le téléphone. Ce qu'il faut, c'est apprendre aux gens à quoi ça peut leur servir pour leur propre bien. Alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que ce ne sera jamais expliqué dans un programme. Et qu'évidemment, l'éducation nationale française, elle repose sur la sacro-sainte loi et l'idéologie des programmes. Donc, si un prof, ou un institut, ou un professeur des écoles, on n'a plus le droit de dire instituteur, passe plusieurs heures à expliquer l'usage du téléphone à ses élèves, il va se faire taper sur les doigts. Or, c'est ça ce qui est important. C'est pas d'interdire. L'interdiction, ça sert que quand on veut vraiment frapper. Et comme sur ces domaines-là, on ne pourra pas frapper, à mon avis, l'interdiction sert à rien. Juste pour me mentionner, pour répondre à la personne qui a posé la question, oui, en fait, les textes ne se porteraient pas sur l'interdiction des portables. Elles se porteraient sur l'interdiction d'usage de certains réseaux sociaux, ce qui est quand même différent. Et cependant, je rebondis, parce que effectivement, notre conférencier met le doigt sur l'acculturation, et je crois que chacun d'entre nous doit trouver cette discipline, en conservant bien sûr son esprit de maîtrise et de contrôle et critique, en allant faire de la recherche extérieure aux réseaux sociaux. C'est à nous prendre en charge, à nous responsabiliser pour essayer de vivre, comme vous l'avez si bien dit, vivre avec toutes ces technologies qui peuvent se retourner contre nous à chaque instant. La base fondamentale d'un citoyen dans une démocratie, et un citoyen dans une démocratie, ça commence au moment où il sort du ventre de sa mère. C'est de lui apprendre à exercer son esprit critique et son esprit de doute.
interdire certains réseaux sociaux. Ce sera forcément, cette liste sera forcément la conséquence d'un choix idéologique. Alors en fonction, vous aurez un gouvernement de tel côté ou de tel autre, ce ne sera pas la même liste. Et rien que de dire ça, ça prouve bien que c'est idiot. Vous savez, expliquer, c'est fondamental. Expliquer n'est bon qu'en mettant en principe. Et que ces principes soient mis en action. Et cette chaîne n'est pas si évidente que ça. Un père militaire qui avait l'habitude de dire « Un ordre est parfois mal exécuté, mais il est très souvent mal donné. » Et ça n'est pas une critique à l'égard de la démocratie parlementaire, ce que je vais dire. Mais si on interdisait aux assemblées parlementaires de voter autant de textes, on s'éviterait peut-être quelques désagréments. Moins de textes, mieux fait. Et pas de circonstances. J'ai encore une question. Au niveau de l'intelligence artificielle, on a parlé tout à l'heure des avancées qui peuvent être faites dans la médecine. Est-ce que vous pensez que dans l'éducation, il peut y avoir des bienfaits, des bénéfices grâce à l'intelligence artificielle pour les élèves et pour les professeurs? Alors, sûrement, parce que l'intelligence artificielle aura toujours plus de connaissances, au sens de faits les uns à côté des autres, que les élèves et que les professeurs. Le rôle des professeurs à l'égard de l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est pas de la combattre parce que de toute façon la bataille est perdue d'avance. Mais c'est de faire comprendre aux élèves que ce qu'ils reçoivent par l'intelligence artificielle ne peut être qu'un commencement et que ça doit être mis à l'épreuve de leur raisonnement. Et j'ai presque envie de dire qu'un élève intelligent, c'est un élève qui pose une question à l'intelligence artificielle et que celle-ci répond « je n'ai pas de réponse ». Ça, ce sera une question qui aura été intelligente. Sauf que ça va devenir de plus en plus difficile parce que l'intelligence artificielle va être de plus en plus capable de répondre. Mais là, vous tous, l'intelligence artificielle, vous l'utilisez, je présume, très régulièrement pour vos travaux. Quand vous avez une réponse, qu'est-ce que vous faites? Vous l'utilisez telle qu'elle ou vous la mettez un peu en question? Ouais, vous la réutilisez telle qu'elle. C'est du prêt à consommer. Et c'est ça le danger. Parce que vous pouvez très bien, très vite devenir un instrument de cette intelligence artificielle. Parce que mettez-vous bien dans la tête que derrière l'intelligence artificielle, il y a des gens qui ont fait des programmes, il y a des gens qui ont bâti ces intelligences artificielles. Et ces gens ont forcément une idéologie personnelle. Et donc que l'intelligence artificielle peut devenir une arme considérable. Parce qu'il y a à la base de l'intelligence artificielle des êtres humains qui fabriquent ces intelligences artificielles forcément avec un présupposé. Et c'est ça ce qui est important, c'est le présupposé. Voilà. Visiblement, ça vous a donné un coup sur la tête, parce que moi je vous vois, vous ne voyez pas, mais vous avez l'air absolument anéanti. Je remercie d'abord tous les jeunes pour les questions qu'ils me posent. Vous mettez en avant une arme en tant que citoyen, c'est notre capacité de réflexion. Vous laissez entendre que face à la technologie, la bataille serait perdue malgré tout. Vous avez cité les moyens satellitaires, l'intelligence artificielle, c'est des moyens de calcul énormes, c'est beaucoup de financiers, beaucoup de tirs marqués, ça on comprend bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même sur cet aspect technologique, vous avez évoqué des gouvernements qui peuvent déboucher des hackers, est-ce qu'il y a des moyens de défense? Est-ce qu'il n'y a pas quand même, bien sûr, cette capacité de réflexion, là, ça tape en tant que citoyen, mais au niveau d'une nation, si cette notion peut encore dire quelque chose, sur
technologies, est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses concrètes à faire pour se protéger par rapport à ces menaces? Bien sûr que oui. Il y a quelque chose qui me désole. Les fabricants d'intelligence artificielle sont assez peu nombreux dans le monde. Hein. Ils ne se comptent pas en centaines. Il n'y a pas de Français. Il n'y a pas d'entreprise française qui développe des programmes d'intelligence artificielle. Rien que ça, pour moi, c'est quasiment une atteinte à la défense nationale. Que l'État n'encourage pas et ne mette pas d'argent pour qu'on ait des développeurs d'intelligence artificielle français, dans l'intérêt même de la défense nationale française, allez, il faut avoir un gros mot, des criminels. Oui, monsieur l'ambassadeur, je voulais juste par rapport à ce que vous avez dit, je partage tout à fait ce que vous avez dit. J'en suis flatté. Mais je voulais rajouter deux choses pour répondre aux auditeurs. La première chose, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais sur Facebook, vous connaissez tous Facebook, vous utilisez Facebook, et quand quelque chose vous plaît, vous appuyez sur un petit bouton. Eh bien, je peux vous dire que les logiciels de Facebook, avec 100 fois vous appuyez sur le bouton, on a votre profil psychologique complet, y compris vos perversions. Il faut le savoir, ça marche très bien. Alors sur YouTube, c'est un peu plus compliqué, il faut à peu près 150 fois vous avez vu quelque chose. Instagram aussi. Donc ça veut dire qu'on vous connaît parfaitement, hein, mais vraiment parfaitement, très rapidement. Et ça c'est très important, parce que ça veut dire qu'au-delà, vous l'avez expliqué, tout ce qu'on peut faire, on peut vous suivre avec les repérages par le téléphone, mais en plus on peut vous connaître vraiment de manière extraordinaire. Que vous utilisiez un portable ou un autre, à partir du moment où vous en dites c'est fini. Ça je crois que c'est très important de bien en prendre conscience. Ça veut dire qu'il faut faire attention parce que tout ce que vous mettez sur vos portables, par exemple, hein, eh bien, ça peut servir à certains au début qui sont des buts intéressés, commerciaux ou d'autres, hein, espionnage ou autres. Et j'ajoute encore une chose là-dessus, si vous voulez, pour avoir conscience, c'est que les photos que vous mettez sur Facebook ou sur tous les systèmes Instagram, tous les logiciels, vous mettez une photo dedans sur Internet, sachez que la photo reste définitivement, on ne peut plus l'enlever. La loi peut obliger à enlever des textes, en France en particulier, hein, mais la loi ne peut pas enlever les photos. Donc les photos sont gardées pour votre vie entière. Alors attention à ce que vous mettez sur... ça intéresse les cambrioleurs, vous mettez les photos de vos maisons, parce que maintenant c'est pratiqué tout le temps. Les cambrioleurs scannent, qui regardent sur des photos, des images, des faits, des objets intéressants, après ils organisent le cambriolage de l'endroit où c'est, puisqu'on peut évidemment savoir maintenant où la photo a été prise. Donc je voulais vous signaler, parce que c'est des points très importants. Absolument. Il faut qu'on apprenne, vous l'avez très justement dit, il faut qu'on apprenne à vivre avec. C'est ça qui est important, c'est d'apprendre à vivre avec, et à partir de ce moment-là, évidemment, les choses sont plus faciles. Je prends un exemple pour rebondir sur ce que vous venez de dire, qui est capital. Un grand-père, dans ses petits-enfants, va mettre la photo du regroupement de toute la famille pour le baptême ou l'anniversaire du dernier petit-fils. La photo, comme je viens de dire très justement à la Juliette, ne s'effacera jamais. Vous voulez faire un kidnapping, c'est de l'or en bas. On a le lieu, très facilement identifiable. On a les gens et on sait combien on peut nuire. La famille est foutue. Le fils, l'un des fils du grand-père a des fonctions très importantes pour la défense nationale. On kidnappe la famille. Pose aucun problème, aucun. Et tout ça parce qu'un grand-père aimant a mis la photo de l'anniversaire de son petit-fils. Voilà.